Et voilà. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette première plénière de l'après-midi. L'électrification du parc, c'est un thème essentiel dont on parle tous ici depuis hier. Deux données, les achats de véhicules électriques coûtent, je vous le rappelle, 30 à 40% plus cher qu'un véhicule thermique. Il faudra électrifier le parc roulant, c'est la deuxième problématique. Et donc nous allons tenter de réfléchir, de débattre avec mes invités sur ce qui pourrait se passer en 2035. Pour amorcer ce débat et détendre l'atmosphère, vous mettre un peu en appétit, je vais appeler quelqu'un qu'on connaît tous, Bernard Julien, économiste, spécialiste de l'industrie automobile. On peut l'applaudir, Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour à tous, bonjour. Une petite quinzaine de minutes pour débattre de ce sujet essentiel. Tu as longtemps douté de l'électrique. Tu as dit des choses, tu as dit le contraire. Moi-même aussi. Moins que toi. Moins que moi. La semaine dernière encore, tu me disais des choses et je me suis rendu compte qu'effectivement, les constructeurs recommençaient à faire des ventes tactiques. J'ai eu tort. Là n'est pas le débat, mais sur l'électrique, quelle est ta vision aujourd'hui? Est-ce que tu penses que l'électrique est quelque chose de réalisable à partir de 2035? On a encore le droit d'avoir des moteurs thermiques avant. Oui, je pense que c'est réalisable et qu'on va arriver à avoir 100% d'électrique en immatriculation en 35 et peut-être même un peu avant. La bonne question à se poser, me semble-t-il, c'est celle que pose parfois le patron de la filiale batterie de Stellantis, qui est 100% de combien? Parce qu'évidemment, on a besoin qu'il y ait 100% de véhicules électriques qui soient immatriculés, mais que ce ne soit pas 100% de 10 millions ou de 8 millions de voitures vendues chaque année en Europe, mais plutôt de 15, de 16 ou de 17 pour que le parc puisse se renouveler et pour que le rajeunissement du parc puisse s'opérer. Et de cela, on peut douter aujourd'hui, puisque, comme chacun sait, on a quand même des immatriculations qui ont baissé très notoirement et qui peinent à remonter. Donc il va falloir qu'effectivement les véhicules deviennent plus accessibles pour qu'on en immatricule en plus grand nombre et pour que le taux de renouvellement du parc revienne à des niveaux à peu près normaux. Je faisais le calcul. Quel est le taux normal, justement? On sait très peu de choses là-dessus. En gros, le taux sur lequel on était chez nous en France et en Europe en général avant 2020, c'était un taux qui avoisinait les 5 points. C'est-à-dire que vous prenez notre parc français, il est d'à peu près 40 millions de voitures particulières, avec 2 millions d'immatriculations par an, vous êtes à 5%, ce qui veut dire que le renouvellement total de votre parc se fait en gros en 20 ans, en règle de 3. Si jamais vous descendez à 1,5 million, vous descendez à 3 points, et ça veut dire que c'est plus en 20 ans, mais plutôt en 35 ans que vous arrivez à renouveler. Et évidemment, ça veut dire que si j'ai raison, et il m'arrive d'avoir raison, alors si vous arrêtez d'immatriculer des voitures thermiques en 35, vous serez propre, si je puis dire, plutôt en 2060, 70 qu'en 2050. Et donc ça veut dire qu'on a un premier problème qui est là, et puis l'autre problème, il est évidemment au niveau industriel, parce que si on devait rester à des niveaux d'immatriculation et donc de production qui sont ceux qu'on a eus ces 2-3 dernières années, alors on aurait des unités d'assemblage, des usines en surnombre, et on aurait un problème de surcapacité qui deviendrait structurel. Donc il me paraît, à ce stade de l'évolution, il me paraît urgent de souhaiter qu'on arrive à faire baisser les prix de l'électrique suffisamment vite pour que des volumes un peu normaux, un peu ressemblant un peu à ceux que nous avions en 2017 ou 2018 reviennent, parce que sinon on aura à la fois un vrai problème écologique et de renouvellement du parc, et puis un problème industriel lourd. Alors évidemment, si on veut que tout ceci soit possible, il faut probablement que on révise aussi, ou que les constructeurs révisent la manière dont ils ont envisagé l'électrique. Pour l'instant, on a des véhicules électriques qui sont très chers parce qu'ils sont très gros, parce qu'ils trimballent des batteries qui sont également très importantes. Alors, et cela, évidemment... Excuse-moi Bernard, c'est pas politiquement correct, mais on peut dire aujourd'hui qu'il y a des vrais véhicules électriques et des faux. Le problème, si vous voulez, quand on se souvient les uns et les autres de ce qu'on disait sur l'électrification, ne serait-ce qu'il y a 10 ans.
on disait ce sera difficile d'immatriculer des véhicules qui ressembleront à ceux auxquels on est habitué. Donc il faudra peut-être que les véhicules soient plus petits, il faudra peut-être qu'ils soient moins polyvalents, etc. Et puis, à ce jeu-là, on a perdu, et tout ce qui a été proposé comme véhicule un peu spécifique parce que plus léger, etc., eh bien, ce ne sont pas les véhicules qui ont été proposés. Et aujourd'hui... Donc là, schématiquement, on prend un véhicule thermique, on enlève le moteur et on met voilà, un moteur électrique dedans. On a plutôt fait ça pour l'instant. Ça n'a aucune autonomie, c'est lourd, ça ne sert pas à grand-chose. En tout cas, c'est une voie qui apparaît comme étant la plus prudente du point de vue du marketing, mais qui est la plus problématique à la fois du point de vue écologique et du point de vue des coûts. Et par conséquent, il va falloir probablement que, à l'occasion de la descente en gamme, à l'occasion de cette évolution qui est en train de se dessiner vers des véhicules à moins de 25 000, ou autour de 25 000 et peut-être en deçà, eh bien, on ait une révision de cette manière de voir. Une des raisons pour lesquelles on a des véhicules qui sont trop gros et qui embarquent des batteries trop grosses, c'est probablement que la recharge ou la question de la recharge reste une question angoissante. Et du coup, pour surseoir à ce problème-là, eh bien, les commerciaux sont en quelque sorte enclins à proposer des autonomies qui sont très importantes, qui sont probablement excessives et qui font qu'on a besoin de batteries trop grosses, donc de véhicules trop chers, et puis on a besoin de trop de matière, etc. Et donc, si vous voulez, on est un peu au milieu du gué parce que on est engagé dans un mouvement qui, pour l'instant, n'est pas complètement convaincant, alors que on a pris l'engagement qu'immanquablement, on irait vers cette échéance 2035. Donc, si je suis ton raisonnement, il faut 20 à 30 ans pour renouveler le parc. Mais est-ce que ça tient compte du parc roulant? Donc, avec une moyenne d'âge de 11 ans, un peu plus Oui, c'est 11 ans à peu près. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que les ménages, ils ont eu de plus en plus de voitures qui leur coûtaient de moins en moins cher. Donc, ils ont pris l'habitude que la voiture coûte quand même relativement peu cher. Tiens, il y a combien de voitures par ménage en dehors de Paris On est à 1,22, je crois, quelque chose comme ça. Ah, ok. Donc ça veut dire qu'en gros, sur 40 millions, vous avez 13 millions de deuxième voitures, vous avez à peu près 27 de premières voitures. Mais ce qu'il y a d'important, c'est que quand vous regardez même l'année 2022, si vous voulez, vous avez quelque chose comme 700 000 voitures qui ont été achetées par les ménages en neuf. Par contre, si vous prenez les voitures de 15 ans et plus qui ont été achetées par les ménages, vous êtes à 1,4 million. Donc si vous voulez, imaginez qu'on va renouveler le parc avec des véhicules neufs en l'espace de 15 ans, c'est assez largement irréaliste, étant donné ce qu'est le parc, étant donné ce que sont les habitudes, étant donné ce que les gens de marketing appellent le consentement à payer des ménages. Les ménages, ils consentent à payer très très peu pour s'acheter des véhicules. Et évidemment, combien en moyenne? La valeur moyenne d'un véhicule acquis, c'est 6 000, quoi. 6 000 parce que la plupart du temps, ce sont des voitures d'occasion qui sont achetées. Et si vous prenez, là, je vous donnais le chiffre pour les véhicules de 15 ans et plus, si vous ajoutez les véhicules de 10 à 15 ans, vous rajoutez 1 200 000 voitures, donc vous avez pratiquement 2,5 millions de voitures de plus de 10 ans qui sont achetées par les ménages chaque année. Donc ça veut dire que la valeur moyenne, ce qu'on appelle la valeur unitaire moyenne des véhicules acquis par les ménages est très basse. Et donc ça veut dire que leur faire acheter ne serait-ce que des Springs, si vous voulez, c'est quand même leur faire un bond en matière d'effort pour la voiture qu'on aura toutes les peines du monde à leur demander, si vous voulez. Même s'il n'y a plus de gasoil, même s'il n'y a plus de gasoil dans leur budget automobile. Mais la Spring, ça fonctionne bien. Oui. Donc on a besoin d'aller vers des Springs, si possible pas chinoises. Qu'est-ce que la Spring? C'est le prix? Oui, bien sûr. Je me rappelle que quand Autolib a arrêté de fonctionner à Paris, il y a eu effectivement des Autolib à vendre aux enchères, à Romorantin, etc. Ça valait 3 500 €. Bon, tous les gilets jaunes ont acheté des Springs, si vous voulez. Des Springs. Parce que c'était un machin qui roulait, qui permettait d'aller à la pêche, à la chasse, etc. Et pour lequel il n'y avait pas besoin de passer à la pompe. Donc il y a des arguments qui peuvent faire mouche. Alors moi, j'ai failli en acheter une, pour tout te dire. Elles sont encore en vente. Je crois que c'est vers Laval. Non, vers Nantes, je ne sais plus. Enfin bref. Mais en fait, elle a la particularité, cette voiture électrique, de devoir être toujours chargée. Oui. Branchée, en tout cas, oui. Branchée, c'est un peu chiant quand même. Oui, non, bien sûr. C'était des premières générations, puis c'était une... Donc, on a mieux quand même aujourd'hui. Oui. Non, mais ce que je veux dire là, c'est que quand on aborde le marché des véhicules électriques
avec des ID3, mais même avec des méganes électriques, etc. On l'aborde avec un type de produit qui est très peu en phase avec ce que les ménages sont susceptibles d'acheter, quoi. Donc il va falloir, que on ait des véhicules qui soient moins chers et probablement moins autonomes. Et puis, il va falloir aussi qu'on se donne un temps qu'on ne veut pas se donner. C'est-à-dire qu'un parc comme le nôtre, ça demande 20, 25, 30 ans pour être renouvelé. Et donc, on aura beau définir pour quelques villes des ZFE, etc., on aura une équation qui sera quasiment insoluble. Et j'ajouterais d'ailleurs qu'il faut impérativement ne pas renouveler le parc trop vite, parce que si on le renouvelle trop vite en demandant aux gens d'abandonner leur véhicule critère 3, critère 5, ça veut dire que vous annihilez la valeur résiduelle et que du coup, ils n'ont pas les moyens. Ils ont encore moins les moyens de s'acheter des voitures si on les prive de la valeur résiduelle de leur véhicule, quoi. Donc il faut qu'on ait... Enfin, si le terme un peu galvaudé de planification écologique a un sens, c'est là. Il faut absolument qu'on soit extrêmement malin dans la gestion de ce nettoyage très progressif du parc, si vous voulez. Bernard, tu es très consensuel, tu demandes la même chose que le gouvernement, en fait. Je ne sais pas. Ce que je dirais, moi, c'est que... Il n'y a pas d'autres idées intéressantes pour... Moi, ce qui me paraît clair, c'est qu'il faut rester sur les budgets des ménages tels qu'ils sont aujourd'hui. Leur demander d'augmenter considérablement leur taux d'effort dans un contexte où le coût du logement reste très élevé, etc., c'est aller au casse-pied. Donc, on ne va pas pouvoir exiger des ménages que là où ils mettaient 13% de leur budget pour l'automobile, ils mettent demain 20 points. Donc il va falloir intégrer cette contrainte-là comme la contrainte clé du nettoyage du parc. Et puis on ne peut pas leur demander non plus de renoncer à l'étalement urbain. Ce que font les ménages en matière automobile dépend directement de ce qu'on appelle leur stratégie résidentielle, du fait que pour éviter de payer trop cher son habitat en centre-ville, on va se mettre un peu loin des villes, de plus en plus loin, et que du coup, on est obligé d'avoir 2 voitures. Si on est obligé d'avoir 2 voitures, alors on ne peut pas avoir 2 voitures très chères, il faut avoir 2 voitures qui sont un peu âgées, etc. Donc tout ceci... C'est la question que je voulais te poser. En province, quelquefois, on me dit qu'il y a 2, 3 voitures. Peut-être arrêter. Autant de voitures que de permis, dit-on généralement. Voilà, il faut peut-être arrêter d'en avoir autant aussi. Non, ça peut être une solution. Tu avais écrit à un moment que la voiture électrique était très résistante, qu'elle pouvait durer plus longtemps qu'une voiture thermique. Non, mais pourquoi s'embêter à avoir une consommation de voiture aussi importante qu'avant? Ce qui permet de vivre un peu bien dans le monde périurbain, c'est d'avoir plusieurs voitures pour que chacun puisse, à son heure, faire son activité, etc. Donc, effectivement, les ménages, ils se sont périurbanisés et multimotorisés dans le même mouvement, et c'est tout à fait logique qu'ils le fassent, quoi. Donc, ça veut dire que les ménages, ils sont habitués à avoir plein de voitures qui leur coûtent très peu cher. Et que cela, on ne pourrait revenir dessus qu'en disant, comme à Shanghai, si vous voulez, arrêtez de vous étaler, arrêtez l'étalement urbain et habitez dans des tours, ce qu'ils ne vont pas faire. Donc il faut avoir tout cela en tête et dire, on sait fabriquer une société et une manière d'occuper l'espace qui passe par une automobile qui est peu chère, et il va falloir intégrer cela dans la manière dont on pensera le parc, le produit et son renouvellement. Et de mon point de vue... Il y a un côté social, oui, mais bien sûr. de la voiture en elle-même. Oui, il y a évidemment la question de savoir comment on assure la mobilité à un coût raisonnable, étant donné notre incapacité de changer dans un délai bref la manière dont les gens occupent l'espace, tout simplement. Encore une petite question avant d'accueillir nos invités. On est sur un débat sérieux, donc je te pose une question sur le leasing social ou c'est pas la peine? Non, je pense que le leasing social, c'est une manière de pointer un vrai problème qui est comment est-ce qu'on fait en sorte que ce discours sur la voiture propre ne soit pas stigmatisant. Donc je pense que ça a un sens politique. Par contre, quand on constate ce qu'est la réalité automobile, on se dit, évidemment, c'est très très bizarre de vouloir que les gens modestes achètent des voitures neuves alors que depuis 30 ans, ils n'en ont jamais acheté, quoi. Pourquoi est-ce qu'au moment où les voitures deviennent électriques, on voudrait que les ménages modestes les achètent neuves, alors que d'habitude, c'est qu'ils d'occasion? Donc évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la diffusion du véhicule électrique à l'ensemble des populations passera par le véhicule d'occasion, que ces véhicules d'occasion, on ne les a pas,
et que par conséquent, on ne sait pas proposer de solution d'électrification aux ménages modestes, parce que ça renvoie tout de suite à des budgets qui sont très au-delà de ce qu'ils ont l'habitude de dépenser. Hein. Par exemple, 100%, 100 euros par mois, c'est beaucoup plus que ce que dépensent 40% des ménages français pour acquérir la voiture. Hein, donc de ça, il faut avoir conscience, et cela, ça milite pour une espèce de patience que les ONG environnementales et parfois les élites parisiennes ont tendance à ne pas avoir, parce que finalement, dans un pays constructeur comme le nôtre, on s'est quand même énormément intéressé aux immatriculations, et on a découvert qu'il y avait un parc il y a assez peu de temps. Hein, et évidemment, la mobilité des gens, ce n'est pas les quelques voitures neuves qu'achètent les vieux riches comme moi. Hein, dans une société comme la nôtre, c'est de l'occasion, et c'est 40 millions de voitures qui roulent et qui sont possédées par des gens qui les ont acquis d'occasion, qui les font durer longtemps, hein, et qui n'en sont pas ni irrationnels ni malheureux, hein, parce que une voiture de 10 ans aujourd'hui, c'est une voiture de 2013. Une voiture de 2013, c'est une voiture qui a une clim, une voiture qui a un GPS, etc. Et c'est une voiture qui a aucune raison, qu'on n'a aucune raison de mettre hors but, quoi. Hein, donc de cela, ceci milite pour une espèce de prudence, de patience et de prudence, que le plus souvent, dans le débat sur l'électrification, on n'a pas, me semble-t-il. Pour boucler, 2035, tu y crois ou pas, ou c'est un vœu pieux? Non, je pense, enfin, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est très important de se demander 100% de combien. Hein. Si c'est 100% de 1 million de voitures fabriquées en France, l'an dernier, je crois que Marc Mortureux nous le dira, mais on a dû fabriquer en France 1 300 000 voitures. Évidemment, si c'est 100% d'1 million, c'est bien, mais c'est très peu par rapport à ce qu'était l'industrie automobile il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Hein. Donc il faut souhaiter que ce soit 100% plutôt de 2 millions en France et plutôt de 15 ou 18 millions en Europe. C'est là la clé, à mon avis. Et évidemment, le fait que les constructeurs aient été si attentifs à leur profit, et si prompts à baisser leur point mort, fait qu'on n'a pas les volumes aujourd'hui qui permettraient de renouveler le parc et qui permettraient d'aller vers ce Graal, qui est le nettoyage du parc. À mon avis, il faudrait viser un parc propre à l'horizon 2060-65 plutôt que 2050, parce que ça ne me paraît pas très réaliste. C'est ce que j'attendais comme réponse. Merci Bernard. Tu restes avec nous. Tu gardes ton micro. On peut l'applaudir, Bernard. Merci. J'accueille mes invités. Marc Mortureux, qui est le directeur général de la PFA, qui sait tout sur le monde automobile, la plateforme automobile. Jean-Luc Di Paola Galloni pour Valeo. On l'applaudit. Pierre Gerfaux, vice-président automotive Publicis Sapient. Merci. Patrice Omnes, qui représente Opco Mobilité, directeur général. Et Clément Molison pour l'Aver. Et j'ai oublié Bernard Bourrier pour Mobiganse. Bienvenue Bernard. Vous êtes trop nombreux. Une première question. C'est bon, vous êtes parfait. Une première question pour toi, Marc. Tu es au début de la filière, donc ça me semblait logique de parler de la filière amont. Est-ce qu'aujourd'hui, cette filière est prête à produire du véhicule électrique en masse, comme le disait Bernard, un véhicule pas cher, un véhicule abordable? Voilà. Est-ce que la filière est organisée en France, en Europe, au moins en France? Alors, je pense que c'est d'abord une des filières, un des secteurs industriels qui est le plus en mouvement aujourd'hui, qui a déjà engagé des investissements absolument considérables, sans commune mesure avec ce qu'on a connu depuis l'origine même de l'industrie automobile. Moi, en 2 mots, sur une période super courte, on est en train de basculer du thermique au tout électrique. Je dirais un peu du hardware, une grande part, disons, de la valeur qui était du hardware vers le software, et de la vente de produits vers la vente de services, dans une période incroyablement courte. Et ça, c'est en mouvement. Bon. Ça se fait dans un contexte, on l'a dit, la conjoncture est particulièrement difficile. On a connu le Covid, derrière les pénuries de semi-conducteurs, troisièmement, donc, la guerre en Ukraine, la crise de l'énergie, contexte où effectivement on a eu une chute du marché considérable, moins 30% à peu près par rapport à l'avant-crise. Bernard l'a dit,
hein, la fabrication de véhicules, on était à 2,2 millions encore en France en 2019. On est à 1,380 million en cette fin d'année 2022. Ça repart un peu. On espère que 2023 sera un peu mieux. Et troisième élément pour cette transformation incroyable, c'est qu'il y a plein de nouveaux entrants. Parce que la mobilité de demain, c'est un super secteur. Il y a de l'avenir. Simplement, il y a énormément d'acteurs dans le monde entier qui s'investissent, qui ont des moyens absolument considérables. Donc ça dresse un petit peu le portrait de base. Les marques chinoises, les marques vietnamiennes. Voilà, mais c'est aussi le secteur des banques, c'est le secteur du numérique, c'est les GAFAM, etc. Enfin voilà, et c'est intéressant d'ailleurs, mais il y a une sacrée bagarre de savoir qui va récupérer la valeur, parce qu'il y a de la valeur qui va se créer. Donc ça, c'est un peu le contexte. Deuxièmement, l'électrique, par rapport à ça, pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est un incontournable. On a la responsabilité de la décarbonation, on n'a pas le choix, on est parti, les décisions ont été prises. On regrette, on l'a déjà dit, que l'Europe, d'ailleurs qui est la seule région du monde à véritablement avoir fait de l'électrique la solution unique sur un plan réglementaire. Mais fondamentalement, tu regrettes la position de l'Allemagne? Alors, fondamentalement, le petit élément d'ouverture des e-fuels, qui a été quand même un élément assez tardif dans le débat, ça reste une plaisanterie. Ça va pas. En tout cas, ça ne va pas changer globalement la stratégie dans l'entreprise. On a un point qui est intéressant pour nous, c'est que ça ouvre un peu le débat sur ce qu'on appelle des approches en analyse de cycle de vie. Parce que ce qu'on appelle des e-fuels, des carburants neutres en carbone, n'ont de sens que si justement on analyse l'ensemble du cycle de vie. Et ça, depuis le début, on se bat pour que l'Europe ne s'intéresse pas uniquement aux émissions à l'échappement, mais en analyse de cycle de vie. Mais il faut être clair, aujourd'hui, ça ne change pas la stratégie des constructeurs. À 15 € le litre aujourd'hui, il n'y a pas photo. Alors après, soyons clairs, ce genre de transformation incroyable, comme toujours, c'est des menaces et des opportunités. Des menaces, bien évidemment, puisqu'on était très fort quand même en motorisation thermique, que là, c'est un chiffre, moi, quand même, qui me frappe pas mal. Dans le monde du thermique, les importations chinoises n'ont jamais dépassé 1% de part de marché de l'ensemble du marché européen. On est déjà à 20% sur, évidemment, un cercle plus petit aujourd'hui. Sur un marché réduit. Bien sûr. Cette stat commence à circuler. Oui. Moi, je pense que... Bon. Je prends date sur le fait qu'il y a quand même un changement, à mon avis, quand même, de cadre, et que par rapport à ça, le défi qu'on a, c'est quand même l'Europe a besoin de développer des nouvelles chaînes de valeur avec des investissements considérables. Et on a des bonnes nouvelles. On a quand même initié ces 3-4 dernières années des très grands projets, y compris en France, 3 gigafactories de batteries, dans le domaine des piles à combustible, dans le domaine de l'électronique de puissance, dans le domaine de l'économie circulaire. Il y a des grands projets, il faut les réussir. Simplement, il faut laisser quand même à l'industrie et créer à peu près les conditions pour qu'elle puisse réussir face à une concurrence qui est extrêmement forte. Donc là, il y a vraiment des réflexions à avoir là-dessus, parce que quand même, on est dans un monde qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était lorsqu'on a créé l'industrie automobile au départ. Voilà, donc ça, c'est vraiment des données importantes. Et bien évidemment, toute cette transition, tu posais la question de savoir si les constructeurs étaient aujourd'hui en capacité. Oui, ils sont en capacité de produire les véhicules électriques, et la plupart des constructeurs, d'ailleurs, disent qu'ils sont prêts à passer au tout électrique, même avant 2035. Simplement, la question n'est pas tant de les produire, il faut les vendre. Et pour ça, il y a toute une série de conditions à remplir. Les infrastructures de recharge, ça avance, ça accélère, mais ça reste quand même un énorme sujet. L'approvisionnement en matériaux critiques, parce que ça demande des quantités de batteries considérables, sachant qu'il y a par ailleurs évidemment l'hydrogène, mais qui se heurte aussi à la difficulté d'avoir suffisamment d'énergie décarbonée. Et l'énergie aussi, évidemment, un fondement de base. Il y a quand même un côté un peu paradoxal d'avoir décidé du basculement vers le tout électrique sur l'automobile au moment où on se rend compte que même pour les besoins d'aujourd'hui, on a quand même quelques inquiétudes sur la fourniture de suffisamment d'électricité. Donc voilà, il y a toute une série d'éléments. C'est-à-dire, honnêtement, aujourd'hui, l'industrie automobile, elle y va, elle n'a pas le choix, elle a investi énormément, elle est au rendez-vous. Très honnêtement, on avait pris des engagements en fin 2022, on les a tenus. On a plus d'1 million de véhicules, soit 100% électriques, soit hybrides rechargeables, qui sont en circulation. On est à 1,1 million, on avait un engagement de 1 million. Donc, c'est clair, c'est parti, il n'y a pas le choix, il faut y arriver, et même d'un certain côté, le plus vite possible. Après, moi, je représente l'ensemble de la filière automobile. Il y a les constructeurs, il y a les équipementiers, il y a les fournisseurs. Et c'est très clair qu'il y a
des gagnants et des perdants. Parce que, évidemment, l'arrêt pur et simple de toutes les activités dans le thermique, c'est des centaines d'entreprises qui travaillaient fortement dans ces domaines-là, qui avaient des compétences pointues. Et c'est un défi mais considérable aujourd'hui que de réussir à se diversifier, à saisir des opportunités dans les nouvelles chaînes de valeur ou à se diversifier dans d'autres secteurs. Et c'est tout le travail qui est en cours. Et le problème, c'est que plus cette transformation doit se faire vite, plus c'est quand même compliqué. Sans parler évidemment de la reconversion des compétences. Les compétences, c'est un élément absolument majeur là-dedans. Jean-Luc dit Paola Galloni. C'est bien ça, j'ai bien prononcé. Valeo, Valeo, un équipementier. Est-ce que pour vous, c'est une fuite en avant vers toujours plus de technologies pour faire fonctionner un véhicule électrique qui a besoin de beaucoup de choses pour fonctionner? C'est surtout une formidable opportunité. Opportunité donnée à un grand acteur de l'électrification comme nous sommes, non seulement pour nos clients français, mais nos clients européens et nos clients mondiaux. Et je dirais que dans l'électrification, aujourd'hui, on regarde ceux qui, comme nous, ont réussi à anticiper, y compris un certain nombre de concurrents européens et mondiaux, et ceux qui prennent le train de l'électrification seulement maintenant, ce qui est beaucoup, beaucoup plus difficile. Donc, vous pouvez donner des exemples? Ah bah, voilà. Les exemples les plus simples, vous voyez bien les pays qui ont négocié justement ce qui a été négocié à Bruxelles il n'y a pas longtemps. Oui. Les chaînes de valeur allemandes et italiennes, des plus petits fournisseurs, étaient beaucoup plus liées à des solutions à moteur thermique. Alors que nous, on a fait un travail d'il y a 10 ans et ça a été aussi... Sur le véhicule électrique. Absolument. Vous faites la différence aussi entre un véhicule électrique avec une vraie plateforme électrique et un véhicule électrique que j'appellerais Canada Drive. Vous faites la différence? Bien sûr qu'on fait la différence, mais je vais vous répondre autrement. La force de Valeo, c'est qu'on offre un paquet, on devient de plus en plus un marchand d'inévitabilité, c'est-à-dire qu'on devient de plus en plus systémier et pas uniquement composantier ou fournisseur de solutions. On peut vendre aussi juste par paquet, mais notamment on est le seul acteur qui allie à la fois des solutions thermiques et des solutions de propulsion. Et quand vous savez très bien que si vous voulez étendre l'extension d'autonomie à un véhicule électrique, vous devez résoudre l'équation thermique à la fois thermique moteur et thermique habitacle. C'est le poids? C'est le poids, et puis c'est aussi, si vous avez des hivers, comme on a eu quelques jours où il faisait quand même moins de 3 en Alsace avant-hier, et que vous voulez avoir de là perdre la moitié de son autonomie avant de démarrer. Voilà. Et si vous avez dès le mois de juin des températures de plus 41 degrés et que vous voulez l'air conditionné, on sait très bien que c'est là-dessus que beaucoup se joue. Donc on est vraiment un acteur du système. Encore une question, après, chacun peut réagir, c'est un débat ouvert ici, hein. Et s'il y a des questions dans la salle, allez-y. Travaillez beaucoup en Chine, je pense que vos principales activités sont en Chine. Marc et d'autres agitent cette éventualité chinoise. Bon, on est tous d'accord là-dessus. Ils sont vraiment prêts à commercialiser des voitures chez nous? Vous les sentez prêts? C'est pour ça que j'ai avancé l'argument de l'anticipation. Il faut reconnaître aujourd'hui que la Chine a été le premier marché qui a mis en place ce qu'il fallait, la structure, mais en même temps, je vous répondrai, je n'ai pas besoin de le dire, au moment même où notre président de la République est en visite sur place, c'est pas une démocratie. Donc ça va beaucoup plus vite, ça aide. Mais ce qui est quand même important, et Marc en est conscient, ainsi que la Commission européenne, il faut quand même voir, et je parle aussi sous le contrôle d'un économiste, de faire attention aussi, à la fois la Commission doit faire son travail pour favoriser le marché des véhicules européens en Europe, mais ne pas oublier que dans les technologies électriques de nos constructeurs chinois, il y a de la technologie qui est pensée et conçue par des acteurs européens comme nous. Et dans les technologies à venir, il y a peut-être de belles idées pour nous en Europe. Sûr. On va en reparler. Qui veut réagir? Bernard Bourrier, qui est celui que j'ai appelé à la dernière minute. Qui veut réagir? Bernard. Les derniers sont toujours les premiers. Autrement, ça n'a aucun charme. Allons-y. Alors, que dire de beau là-dessus? Moi, j'ai un énorme souci. C'est comment nous allons gérer l'ensemble de l'écosystème
du quotidien pour l'utilisateur, qui est le consommateur. C'est pour cette raison qu'a été créé Drive to Zero. Tu vois ? Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, dès que le véhicule sort de chez le constructeur, il rentre entre les mains de l'utilisateur, donc du consommateur, et le consommateur a besoin d'avoir une offre multiple et plurielle répondant à l'ensemble du spectre. Donc si on fait la liste, il faut une borne, Ben, il faut de la data, il faut... Blablabla. Fais pas le journaliste. Fais semblant de réfléchir avant de parler. J'aurais pas dû inviter Bernard. Si tu veux parler d'un écosystème, nous partons sur un mécanisme mixte de 30 à 40 ans. Ce qui veut dire que l'ensemble des techniciens qui gèrent du thermique pendant 30 ou 40 ans auront du travail à faire impérativement. Ce qui veut dire que simultanément, il faut que l'on maîtrise toutes les émissions polluantes que ce thermique va produire. Ce qui veut dire une chaîne de compétences, d'où l'utilité de la présence de l'OPCO pour financer les remises à niveau du personnel en permanence, d'où l'impérative nécessité de mobilier en si présent avec l'ensemble des métiers de distribution, de maintenance et d'entretien, qui impose effectivement que le véhicule qui aujourd'hui est en circulation puisse assurer la liberté de mouvement des citoyens. Rappelez-vous 36, Toi, tu rappelez-vous veux, 48. tu veux me vendre ton éco-entretien. Mais je ne te vends rien du tout. Je te demande simplement de réfléchir. Mais si les ZFE te permettent... Non, mais... Non, mais là, attendez, là, je suis j'ai sérieux. réfléchi, je suis d'accord. On joue tous les deux là-dessus. Mais les ZFE te laisseront-ils la possibilité de faire ça? C'est là, les ZFE Patrice, sont une opportunité. Les ZFE sont une opportunité extraordinaire pour que l'ensemble des acteurs, qui soient professionnels et qui soient décideurs politiques, réfléchissent à la fonctionnalité, donc la gestion d'un parc. Qu'est-ce que c'est que la gestion d'un parc roulant aujourd'hui? On a un parc qui est thermique en majorité. On veut en faire un parc électrique à 100%. Le cut, ça n'existe pas. On est sur un fondu enchaîné. Comment on va gérer les 30 années qui viennent pour passer de l'un à l'autre? On part d'un 100% thermique à un 100% électrique. Moi, j'ai cru comprendre 30% de mobilité en moins. Donc ça veut dire que l'on impose à combien de personnes l'interdiction de circuler? Je ne sais pas. Et c'est ça, quand je dis deux chiffres, excusez-moi, on va prendre un peu l'histoire de notre pays. Non, mais... 1936, c'est la liberté, c'est la mobilité. On est 48, d'accord. c'est la 2 chevaux, Bon. quand elle est présentée. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ménages modestes ont cette liberté de circuler, d'aller voir les familles. La mobilité, c'est l'approvisionnement économique et c'est la liberté des personnes. Après, on pourra te répondre que tu as l'impératif climatique. Patrice. D'où l'impératif de former les personnes et donc de maîtriser l'entretien. Et l'importance de Patrice, effectivement, c'est de dégager les moyens financiers pour mettre au niveau les personnels qui doivent intervenir dans la maintenance et rabaisser. Et là, c'est très important. Et les ZFE nous imposent ce deal. Patrice. Bon, on a besoin de notre argent, c'est déjà bien. Donc tu représentes... alors l'Opcomobilité, nous on a l'Opcomobilité, l'avantage de traiter toutes les mobilités. L'automobile est une partie de notre activité, mais on traite aussi le maritime, le ferroviaire, le fluvial, tout sauf l'aérien. Effectivement, tout ce qui pollue, on représente 31% des émissions de gaz à effet de serre. La voiture particulière représentant 54%. Donc on est directement concerné. Et l'avantage de traiter toutes les mobilités, c'est qu'on voit aussi les passerelles entre les mobilités. Et c'est vrai que j'ai bien aimé, parce qu'on l'entend rarement, ce qu'a dit Bernard Julien tout à l'heure, mais aussi ce qu'a dit Bernard Bourrier. La problématique de la mobilité, elle passera par l'urbanisme. C'est-à-dire qu'à un moment, on a construit une politique d'urbanisme basée sur la politique du pavillon de banlieue et du petit lopin de terre. On va en parler demain dans une plénière que j'anime au niveau des ZFE. Peut-être que la ville ne correspond pas... Peut-être que la ville d'aujourd'hui ne correspond pas aux attentes des personnes, mais à un moment... C'est possible. On le voit dans les politiques publiques. L'argent aujourd'hui, il est mis sur les transports en commun, sur la multimodalité, sur le report modal, etc., sur le ferroviaire. Pour autant, on ne va pas délaisser totalement l'automobile. Il y a un élément qui est vrai, totalement vrai et fondamental, c'est qu'on va devoir gérer une double compétence pendant, j'ai appris, 20 à 30 ans maintenant, entre le thermique
l'électrique, voire d'autres modes de propulsion. On va avoir à gérer de nouveaux usages qui vont nécessiter de nouvelles compétences, ce qui veut dire qu'on va devoir investir énormément d'argent dans la formation des salariés et dans la formation des jeunes. N'oubliez pas que dans le domaine des services auto, la voie d'entrée naturelle, c'est l'alternance, c'est l'apprentissage. Nous, aujourd'hui, on consacre, je regardais rapidement au bas mot, 50 millions d'euros par an à la formation des salariés des services auto. Et sur les alternances, c'est plutôt 600 millions d'euros que l'on affecte chaque année à la formation des alternants. Il va falloir continuer ça très longtemps. Pendant très très longtemps, ça va coûter de plus en plus cher. On a eu la chance d'obtenir des financements du Fonds national pour l'emploi, justement pour accompagner la filière automobile dans la transition énergétique. Mais on en est au tout début. Je pense que le processus sera très long. Et il y a un élément important. Mais ça, c'est beaucoup d'argent pour la filière. C'est beaucoup d'argent que la filière doit investir. Il ne faut pas oublier, la réponse ne sera pas homogène. C'est-à-dire qu'on ne va pas apporter la même réponse parce que le besoin de l'entreprise n'est pas le même à Paris, en proche banlieue, en zone rurale. Les typologies d'entreprises ne seront pas les mêmes. Donc les besoins des entreprises ne seront pas les mêmes. Parce qu'il y aura encore plus de thermiques certainement pendant longtemps en zone rurale, on l'a dit. Il y en aura beaucoup moins intramuros. Donc nous, on va devoir adapter nos actions au territoire, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt sur un phénomène de massification. On dit thermique, tout le monde en fait partout en France. Je fais une opération nationale, je forme 5 000, 10 000 personnes, et puis basta. Demain, ça ne sera pas ça. Et sur ma question, qui veut répondre d'ailleurs sur 3-4 véhicules par ménage que je posais à Bernard tout à l'heure, faut arrêter avec ça ou... Alors, si on dit que l'automobile est une partie de notre activité, non, il ne faut surtout pas arrêter. Bon. Maintenant, si on veut être raisonnable, je pense qu'à un moment, alors soit on appelle ça de la sobriété, soit on appelle ça autrement, on devra de toute façon garder 3-4 véhicules par ménage parce que les gens n'ont pas d'autres solutions de mobilité aujourd'hui. Les transports collectifs ou les transports en zone rurale ne permettent pas de faire ça. Ou alors il faut changer complètement nos habitudes, c'est-à-dire qu'on renonce au fait de dire j'ai un besoin immédiat, je prends la voiture et je vais le faire tout de suite. Donc il faut revoir la façon dont on envisage sa mobilité, la mobilité au sein d'une cellule familiale. Il faut revoir les implantations des activités économiques pour arrêter de dissocier aussi fortement l'économie de l'habitat, etc. Mais c'est au-delà du véhicule thermique, c'est véritablement une révolution dans la façon dont on va penser la société sur l'organisation économique et urbaine. Marc, rapidement, puis après, Oui. Pierre et Clément qui n'ont pas parlé. Moi, très rapidement, enfin, Oui. je pense qu'on Ça te fait parle pas réagir. assez. Non, mais Oui. on parle pas assez des usages, enfin, de partir des usages. Moi, c'est ça qui me gêne un petit peu, parce que 3 voitures, 2 voitures, ça dépend globalement du besoin. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un niveau d'acceptabilité pour évoluer dans nos propres Il vaut mieux pratiques, une voiture et ça, il le faut. que pas de voiture du tout, non? Si on a besoin d'une voiture, oui. Voilà. Voilà. Et si on en a besoin de 2, on en a besoin de 2. Mais je dirais que, à mon avis, on va aller de plus en plus vers des logiques où les véhicules qui coûtent quand même de plus en plus cher, il va falloir rentrer dans une logique où ils sont plus intensément utilisés. Et Plus par rapport à ça, auto-partagé. voilà, il y a 36 000 formes de partage Faut être possibles. raisonnable. Voilà, Bon. je pense qu'il y a un vrai enjeu individuel quand même, parce qu'il y a une partie de comportement individuel qui est important. Il y a la possibilité d'alternatives quand même dans un certain nombre de cas. Mais si on est, à mon avis, trop radicaux dans une normalisation de maximum, ça ne va pas marcher. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on entend que c'est difficile 2035, mais je trouve que de la part du secteur automobile, que je vous connais tous très bien, on n'entend jamais de raison. Un peu de raison, un peu de... Non? De raison dans quel sens? De raison, peut-être moins de voitures par ménage. Oui. Mais pourquoi pas? Mais encore une fois, ce n'est pas nous qui allons le décréter. Encore une fois, moi, je pense que l'industrie automobile voit tout à fait son avenir avec moins de voitures, de plus haute valeur ajoutée, d'un plus intensément utilisé et à beaucoup plus longue durée de vie. Parce que, effectivement, un véhicule électrique, le bon côté, c'est qu'il peut avoir une durée de vie plus longue parce qu'il y a beaucoup moins de parties d'usure mécanique. Et on entend de plus en plus que les batteries d'aujourd'hui peuvent avoir des durées de vie très longues, de 600 000 km. Et je pense qu'en plus, on n'est qu'au tout début de l'innovation. On va encore continuer beaucoup. Pierre, et après Clément, pour la verre. Quelques réactions. Tu conseilles des constructeurs, je crois? Oui, alors chez Publicis Sapient, nous, on conseille des constructeurs pour les aider à faire ce pivot. Donc tu leur conseilles quoi? Alors, on les conseille, on les aide à faire la transition. Donc là, tu leur dirais quoi? La question n'était pas prévue. Tu as vu, on prépare des questions avec moi, mais c'est pas les bonnes...
Je dirais que la trajectoire, elle est très claire. Et on l'a dit, je crois que Bernard l'a dit au début, l'électrique, c'est pas une question de oui ou non. Il y a une loi qui est passée. En 2035, on va passer, on ne pourra plus vendre un véhicule qui ne sera pas, qui émettra des émissions de CO2. Donc, c'est pas une question de oui ou non, c'est une question de transition. Cette question, elle est posée. Donc, le constructeur, qu'est-ce qu'on leur conseille? C'est comment est-ce qu'on va accéder, comment est-ce qu'on va atteindre ce niveau de production le plus vite possible. Il y a des éléments qu'on ne prend pas en compte dans cette réflexion, c'est qu'on parle du client, évidemment, qui doit décider. Le constructeur en lui-même, aujourd'hui, un programme automobile, c'est 10-15 ans. Donc aujourd'hui déjà, on parle des constructeurs qui font le shift vers l'électrique. C'est pas simplement parce qu'ils pensent que la demande est là, simplement parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ne vont pas pouvoir maintenir deux technologies en parallèle. Donc ces constructeurs-là vont être obligés de se lancer à fond dans l'électrique. C'est ce que font certains constructeurs. Et pourtant, on entend des personnalités au niveau européen, au niveau de la Commission notamment, qui disent les constructeurs doivent à la fois travailler sur le thermique et l'électrique en même temps. J'ai entendu ça il y a encore 15 jours. Oui, les gens peuvent le dire. Le constructeur, il a, je dirais, une responsabilité sociale et la responsabilité d'un PNL. Et à la fin, il faut qu'il fasse de l'argent. Il peut pas non plus obéir à toutes les injonctions pour avoir. Marc, tu es d'accord là-dessus? Pour parler clairement, effectivement, les discours qui disent il n'y a pas de problème, on va continuer à produire beaucoup de thermiques en Europe pour le vendre partout dans le monde, honnêtement, ça ne nous paraît pas très réaliste par rapport à la réalité de ce qu'est l'industrie automobile. Par contre, on a un savoir-faire extraordinaire. On a un constructeur national qui s'est associé, qui fait une joint venture avec un constructeur chinois sur le moteur thermique. Donc notre savoir-faire va perdurer. Est-ce que la production sera en France ou en Europe? C'est beaucoup moins sûr. C'est beaucoup moins sûr. Oui, d'accord. Donc sur cette transition, sur qu'est-ce qu'on conseille aux constructeurs, on les aide à faire ce pivot le plus vite possible. La problématique de l'accessibilité, je pense qu'elle est importante. Alors on est en France, on parle français, on se regarde tous. La problématique, elle n'est pas française, elle est européenne. Elle est européenne aussi parce qu'un constructeur ne produit pas que pour la France. C'est-à-dire un programme automobile, ça ne fonctionne pas sur un pays, ça fonctionne au moins sur un continent. Et quand on parle de transition vers l'électrique, on parle souvent de ce qu'a fait l'Allemagne là, récemment sur le e-fuel. Avec l'Allemagne, il y avait l'Italie, bon, il y a pas mal de moteurs, il y avait l'aspect fiable, il y avait la Bulgarie, il y avait la Pologne. La Bulgarie et la Pologne, pourquoi? Parce que eux, simplement, en 2035, de passer à l'électrique, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que le niveau de vie étant ce qu'il est, acheter une voiture électrique sera beaucoup plus compliqué. Et ils ont des marchés... Je ne sais pas si c'est que la vraie raison. Non, et il y a peut-être d'autres, et des marchés de l'occasion qui ne sont pas structurés, et des marchés de financement qui ne sont pas structurés non plus. Donc la problématique qu'on pose aujourd'hui, qui est très française, c'est une problématique européenne. C'est pas simple d'y répondre, ça c'est sûr. Sur les solutions, on en a parlé un petit peu. Moi je pense qu'effectivement, et on l'a vu, on a un peu d'expérience maintenant. Moi j'ai travaillé avec des constructeurs qui ont lancé des véhicules électriques au début des années 2010. La durée de vie du véhicule est beaucoup plus longue. Donc on aura des vie 1, vie 2, vie 3, vie 4, avec des stratégies de leasing pertinente, on peut s'attendre à améliorer cette accessibilité. L'idée d'acheter une voiture neuve comme ça, comptant, cash, ça sera forcément beaucoup plus compliqué. Oui. Clément? Beaucoup de choses ont été dites. Je suis en phase, et notamment sur la dimension européenne. Et c'est à cette échelle-là, c'est pas pour rien, si c'est à cette échelle-là que les discussions se mènent aujourd'hui. La Commission européenne, l'Europe en général. Il n'y a plus de discussion. Si, il y en aura encore. 2035, c'est la règle du jeu. On a toutes les conditions d'application qui vont suivre. Lesquelles? Après 2035, on a eu la semaine dernière l'aboutissement des discussions sur l'AFIR, sur un règlement sur les carburants alternatifs, donc notamment sur la recharge, sujet majeur pour les véhicules électriques. On va avoir un règlement sur les batteries également. On a beaucoup de sujets encore à traiter, et notamment à traiter à l'échelle européenne. Sur le thermique, il me semblait que le débat était clos. Oui, mais si le débat est clos sur le thermique, il n'est pas clos sur l'électrique. On a un chemin à tracer jusqu'à 2035, on a un accompagnement à faire. Il y a beaucoup de sujets qui ont été dits. On a tous les sujets autour de l'énergie, de l'approvisionnement en matériaux, l'accompagnement des citoyens, la pédagogie, l'accompagnement de la filière. Tout ça, il faut qu'on le fasse, et il faut qu'on le fasse collectivement. Donc non, tout n'est pas encore fait. Bernard, et après Bernard qui doute. Et après, Bernard d'abord. Ouais, je voulais juste dire un mot sur la question des pays d'Europe centrale et orientale, qui est une question, à mon avis, absolument cruciale du point de vue des équilibres géopolitiques dans l'automobile. C'est vrai que
c'est un peu le sens de ma remarque de tout à l'heure qui disait 100% de combien quoi. Parce qu'évidemment, s'il s'agit de verdir le parc norvégien ou le parc norvégien et le parc allemand, on peut se satisfaire d'une production européenne de 7 ou 8 millions de voitures. Hein, mais ce n'est pas celui-là qu'on veut verdir, c'est le parc européen tout entier. Et ça veut dire qu'il faudrait que on vende un peu plus de 300 000 voitures neuves en Pologne. Hein, et de ça, on n'est jamais sorti, si vous voulez, d'une certaine manière. Hein, et donc là, on est en train de s'acheminer vers une manière de regarder le produit, l'électrification et les obligations 2035 qui n'a pas intégré cette problématique-là. Hein, exactement de la même manière qu'on n'a pas intégré les problématiques des premiers quintiles chez nous, des gens qui ont des véhicules dont je parlais tout à l'heure qui achètent à 15 ans. Hein, vous prenez le parc polonais, hein, le parc polonais, il était par habitant 2 fois plus petit que le nôtre au début des années 2000, il est maintenant l'équivalent, mais il a 15 ans de moyenne d'âge parce que l'équipement s'est fait avec des véhicules importés d'Allemagne. Hein, et donc de cela, si vous voulez, hein, il faut être conscient, hein, et donc il faut regarder la question du parc et la question de la production dans le même mouvement, en se disant, est-ce qu'immatriculer 10 millions de voitures à 35 000 €, ça le fait ou ça le fait pas? Et pour l'instant, ça le fait pas, quoi. Bernard, j'avais l'impression que tu avais des doutes. Non, moi, ce qui me gêne toujours, c'est qu'on est obligé de produire encore des véhicules thermiques. Il y a des véhicules thermiques qui vont être vendus encore pendant un certain nombre d'années, de moins en moins, c'est vrai. Mais le véhicule thermique qui sera vendu en 2030, je suis désolé, en 2050, ils sont en train de rouler. Or, si on vend un véhicule thermique en 2030... Oui, mais tu l'as dit toi-même, il n'y a pas de cut. Non, mais attends. Il faudra qu'il réponde à des obligations d'émissions polluantes. Et là, c'est tout le débat qui sort sur Euro 7, ce qui veut dire que non seulement on a les émissions stricto sensu, mais il y a derrière l'ensemble des nanoparticules et tout ce sur quoi on veut protéger la vie. Parce qu'en fait, l'objectif est là. C'est qu'est-ce que c'est que nos ZFE? Nous sommes à fait une émission. Quelles sont les émissions dont on peut parler? C'est non seulement ce qui sort d'un pot d'échappement, mais c'est ce qui est émis par des plaquettes de frein, par des disques, par des pneumatiques, et j'en passe, et les autres. Et on a aussi toutes les conditions de vieillissement des batteries et des éléments qui sont aujourd'hui intégrés dans Euro 7. Alors pourquoi je dis ceci? Parce qu'on a les deux schémas sur lesquels il faut qu'on maintienne un niveau de compétence le plus longtemps possible, tout en abaissant le seuil médian d'émissions, tout confondu. Alors c'est vrai, plus on a d'éléments électriques mobiles, plus on baisse dans la masse. Mais ça ne veut pas dire que de l'autre côté, la partie doit être totalement open bar. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est en train de discuter, on réouvre le dossier à Bruxelles sur la directive européenne du contrôle technique, qui va certainement sortir, allez, on va être un peu optimiste, elle va sortir en 2025, puisqu'on a un nouveau Parlement européen, donc on a directive donc co-signée Parlement et Commission. Donc 2025 applicable en France, c'est du 2028-2029 dans le meilleur des cas. Mais ça va être la directive qui pour moi est excessivement importante parce que c'est la directive qui va suivre la transition et le passage de l'un à l'autre avec le basculement. Justement, une question là-dessus, toi le spécialiste, est-ce qu'il y a une différence entre un contrôle technique d'un véhicule électrique ou thermique aujourd'hui? Alors, il y a une discussion qui est très intéressante et qui ne concerne peut-être pas directement le débat d'aujourd'hui, mais qui est l'opposition entre les deux directions, DG Gros et DG Move à Bruxelles. C'est encore en discussion? Non, la discussion est très simple. Ça fait 15 ans, 20 ans qu'on pose la question, qu'est-ce que la contrôlabilité d'un véhicule? Et si on pose la question maintenant, c'est que quand on parle d'un Data Act qui est sur certains bureaux en discussion, qu'est-ce que va faire demain le contrôleur technique pour s'assurer, excusez-moi messieurs les constructeurs, mais malheureusement Dieselgate et compagnie nous ont appris à nous méfier un peu de la data. Il n'y a pas de représentant des constructeurs ici. Non, mais moi non plus, je ne suis pas constructeur, donc c'est plus simple à dire. On est tous... non, mais ce que je veux dire en clair, quelle est la pertinence de la data produite? On le sait très bien, c'est un vieux discours. Tout véhicule
Alors ça, quelle que soit sa motorisation, tout véhicule est un producteur d'information. L'information produite modifie systématiquement le comportement de l'automobiliste. Et à partir de là, quelle est la pertinence de l'information produite et quelle est la pertinence et l'altération de l'information, de sa production à son émission. Et la tiers de confiance, qui est le contrôle technique, doit, à mon humble avis, à un moment donné, rentrer dans ce dispositif de deux façons. D'abord, sécurisation du conducteur, et secondement, c'est l'acteur public, puisque nous sommes délégataires d'une mission publique par rapport à un processus qui est homologué européennement. C'est très intéressant, Bernard, mais tu m'as quand même pas répondu. Mais c'est mon rôle. De pas répondre? Mais c'est ma réponse. Tu contrôles des véhicules électriques aujourd'hui? Oui, bien sûr. Tu fais la même chose, donc. Bien sûr. Okay. Non, mais non, pourquoi je t'ai pas répondu? Grand-chose. Non, pourquoi je t'ai pas répondu? Pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, il y a un point sur 9 fonctions qui concerne les émissions polluantes. Donc, ce qui veut dire qu'on est un véhicule thermique ou un véhicule électrique, il y a une fonction de différence. L'ensemble des autres fonctions, structure, efficacité de freinage et autres, sont identiques. Donc on est dans la même logique. La dangerosité du véhicule, c'est simplement la fonction que l'on ne suit plus sur la pollution. Marc? Moi, peut-être juste sur ce point, parce que je pense qu'il y a la transition énergétique, c'est une chose, mais la transformation digitale va avoir des impacts importants, parce qu'il y a quand même toute une série de données qui vont être transmises over the air, c'est-à-dire directement, et du coup qui peuvent conduire à ne pas forcément nécessiter de passer sur un banc On d'essai. est bien d'accord, c'est le débat central. Ça va beaucoup changer, voilà, ça va beaucoup changer. Et pour revenir tout à l'heure sur le débat 2035, oui, pour les constructeurs, honnêtement, les choses sont jouées, c'est clair. Mais il y a tellement d'autres sujets, effectivement, comme Clément l'évoquait, qui sont loin d'être réglés. Et notamment, on voit bien quand même le lien aujourd'hui entre l'automobile et l'énergie. L'énergie, mais c'est fondamental. Moi, un des trucs que je trouve quand même compliqué... C'est important, d'après toi, de parler d'énergie, parce que c'est fondamental. J'ai animé une première plénière hier, et donc on ne parlait pas d'énergie. Je trouve que, d'abord, on voit bien que toute cette transformation n'a de sens que si on a de l'électricité décarbonée. Il faut quand même être clair. Donc, sinon, ça n'a pas de sens. Donc nucléaire, alors, ce qui est le cas en France. Nucléaire ou c'est un mot interdit? Pour moi, ce n'est pas du tout un mot interdit. Nucléaire, énergie renouvelable, enfin, je pense que pour le coup, c'est indispensable. On est dans un monde où l'énergie va être une denrée durablement rare et c'est fondamental. Et moi, une des choses que je regrette un peu, c'est que les réglementations telles qu'elles sont, elles sont à fond sur le tout électrique parce que zéro émission. Mais on ne valorise pas beaucoup le fait qu'un véhicule électrique, intrinsèquement, l'empreinte carbone, c'est-à-dire les émissions de carbone, est 2 fois plus élevée que la fabrication d'un véhicule thermique. Donc, ça devrait être d'autant plus intéressant de le fabriquer dans un pays où il y a de l'énergie décarbonée. Et ça, malheureusement, c'est assez peu valorisé. On a des atouts. Moi, je suis là, PFA, pour essayer de faire en sorte qu'on ait encore une industrie automobile en France, dans le futur, qui réponde aux besoins. C'est une autre industrie. Et ça me paraît fondamental. Il y a effectivement le règlement batterie qui est un des éléments. Alors, les infrastructures. Un mot avant de passer la parole à Bernard et après quelques questions dans la salle. Ce règlement batterie permettra aux réparateurs de réparer des batteries, entre autres, ou pas? D'abord, réparateurs, pas n'importe lesquels, parce que pour le coup, c'est tout un... Batterie, ça semble pas si compliqué que ça, de changer... ça dépend quoi. Rien n'est compliqué, tout est simple. Il suffit d'être bien formé pour le faire. Oui, non, mais c'est pas surhumain et ça se fait. Aujourd'hui, il y a des, il y a des centres qui le font. Alors, ça dépend ce qu'on appelle réparer. Enfin, pardon, mais ça dépend ce qu'on appelle réparer. Changer si c'est au niveau cellule. de la cellule, il faut déjà avoir un stock de cellules qui soit compatible, ou il faut remplacer des choses. Et puis quand même, c'est de l'électronique de puissance et des courants électriques très élevés. Donc évidemment, il y a des enjeux de sécurité majeurs. Ça ne se fera pas partout, c'est clair, ça ne se fera pas partout. Voilà. Le passage à l'électrique, alors il a un avantage. Aujourd'hui, on est en compétition avec d'autres secteurs pour récupérer des salariés, et notamment des jeunes. Leur parler du véhicule électrique et connecté, parce que les deux vont ensemble, ça par contre, ça les intéresse. Là, on attire des jeunes et on retrouve quand même derrière la notion de passion derrière l'automobile, parce que ça reste des métiers passion. Et pour recruter des jeunes, leur parler de ça et comme ça c'est quand même... On peut pas leur parler autrement que ça. Et ça, c'est vraiment un point vraiment intéressant.
Par contre, c'est vrai qu'il y a un plan d'investissement dans les compétences au niveau des salariés des entreprises et au niveau des organismes de formation qui doit être pensé. On l'avait travaillé à la demande de Mobiliance pour le FNE. On est arrivé à des chiffres colossaux pour former la totalité de la filière de vente et de maintenance de l'automobile, alors auto, moto, vélo, camion, au sens large. Les investissements sont monstrueux. La branche, elle s'est dotée, elle a cette lucidité, ce courage, elle s'est dotée d'une contribution supplémentaire que payent les entreprises. Combien en tout? 34 millions par an. 34 millions d'euros sont payés par la branche, collectés par l'OPCO. Pour les services automobiles, c'est une des rares branches. Nous, sur les 20 branches que l'on a, il n'y en a que 5 qui font ça, dont l'automobile, qui dit tous les ans, nous, on injecte 34 millions de plus. Et ils les orientent de plus en plus vers la transition énergétique aujourd'hui. Mais il y a un vrai plan d'investissement qui va s'échelonner sur plusieurs années, et en prévoyant le renouvellement, parce que le problème, ce n'est pas d'acheter une fois. Ça va être de renouveler régulièrement les matériels, etc., etc. Les lycées, les CFA et les centres de formation continue, pour eux, c'est un investissement qui n'est pas supportable s'ils ne sont pas accompagnés. Nous, on les accompagne à 50%. Voilà, 15 millions par an, en gros, pour financer 50% des investissements. C'est certainement pas suffisant. Là, on en rajoute via la branche quelques millions. Mais à un moment, il faut de toute façon, dès maintenant, avoir un vrai plan d'investissement dans les compétences. Et j'insiste, c'est très positif dans la communication vis-à-vis des salariés en poste, parce que ça donne du sens aussi à ce qu'ils font, et vis-à-vis des jeunes que l'on veut attirer dans nos métiers. Ils ont ce sens-là, et ils sont très sensibles à cette notion de transition énergétique et de protection de l'environnement. Oui. Oui, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a souligné et ensuite Marc sur les challenges autres. Je pense qu'il faut vraiment avoir en tête que si on veut réussir cette transition, énormément automobile, et non seulement de trouver la bonne conciliation de l'énergie décarbonée, parce qu'il faut vraiment raisonner dans l'idée que pour le continent européen, il faut le moins se projeter dans une importation d'électricité décarbonée. Et là-dessus, il y a des vrais enjeux géopolitiques. On voit bien très bien ce que les États-Unis veulent nous faire faire en important justement cette énergie décarbonée. Et de la même manière, aujourd'hui, c'est au plus haut niveau des discussions de la Commission européenne et dans l'axe franco-allemand. Il faut convaincre la partie de la coalition du gouvernement allemand qui est rétive par ADN au nucléaire de faire changer d'avis. Parce que l'Europe ne peut pas avoir une électricité décarbonée sans le nucléaire. Et il faut accélérer l'énergie renouvelable. Par ailleurs, ce que je veux dire sur le plan des compétences, parce que c'est très important, la dernière intervention, il faut quand même se réjouir qu'on s'est réveillé à la fois au niveau national et au niveau européen, avec des mises en place quand même de systèmes où l'automobile et les besoins du digital de l'automobile ont été enfin associés. Par exemple, je vais vous prendre le plan. Ce qui était le plan nano-micro-électronique de la France n'est plus que réservé aux besoins de ST Micro ou Infineon ou NXP, mais calculé par la DGE, Bercy et donc Bruno Le Maire et toutes ses équipes par rapport aux besoins à la fois de l'électrification. Je veux dire, sans électronique de puissance, vous n'avez pas d'électrification, et on est bien placé pour le savoir en tant qu'équipementier de l'électrification, et vous n'avez pas non plus le véhicule autonome associé connecté. Donc ça, on se réveille peut-être un peu tard, on se plaint qu'il faut accélérer les dossiers, ce qu'on appelle les PIEC en français, ou EPCI, Important Project of Common European Interest, mais il faut quand même se réjouir que depuis Bruxelles et depuis les capitales européennes, on met quand même des double digits 2 milliards d'euros sur la table. On peut se plaindre que le CHIPS Act, c'est pas suffisant, mais quand même, il existe. Donc, essayons quand même de coopérer avec... C'est déjà un progrès. Voilà, c'est déjà un progrès. Et puis, je dirais, essayons de travailler intelligemment au lieu, je dirais, là aussi, je vais... Travailler intelligemment avec qui? Parce que moi, il y a un truc qui me gêne. Drive to Zero, c'est la mobilité, l'automobile, c'est les collectivités. À aucun moment, personne d'entre vous m'en a parlé. Vous dialoguez avec eux? Il n'y avait pas la question. Alors, voilà. c'est moins le sujet d'un équipementier. Le sujet des parties prenantes d'un équipementier est quand même surtout travailler dans un écosystème. C'est-à-dire, et notamment, donc je vous ai dit, l'énergie, le digital, les puces, mais également les matériaux. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous, on est en train de révolutionner la façon dont on travaille avec nos clients
constructeurs ou les opérateurs en travaillant avec le monde de la métallurgie, parce qu'il faut assurer l'aluminium vert, l'acier vert, etc., etc. C'est mieux que ce soit vert. Ah mais c'est pas que c'est mieux, c'est que c'est obligatoire. Sinon, vous sortez de la taxonomie, vous sortez de l'accès au financement. Nous sommes tous dans des grands groupes de sociétés cotées et où la taxonomie est une réalité. Je peux vous dire que quand vous êtes à la tête du développement durable chez nous, il faut le sortir dans le document de référence. Est-ce que vous pensez l'AMF. que la puissance et la montée en gamme du RSE aujourd'hui va décarboner les énergies obligatoirement? Est-ce que vous pensez que c'est un mouvement? Ça y contribue très largement et ça y contribue à ce que je vous dis, l'essentiel de mon propos, c'est-à-dire à faire système. C'est-à-dire qu'il y a une interdépendance d'autres secteurs pour Donc l'essor peu de notre importe si des situation. pays n'en veulent pas, ils iront, quoi. C'est ça. Tous à des vitesses différentes, avec des succès de déploiement différents, mais on est tous engagés. Clément, et après, quelques questions, s'il y a des questions dans la salle, j'espère. Clément. Oui, 2 points. Et on parle des pays, à quel moment ils iront, mais c'est également le sujet qu'on évoquait au niveau français, au niveau de la population. Il y a aussi des messages à faire passer qui sont importants, notamment de la part des pouvoirs publics. Tout le monde ne devra pas contribuer au même moment et de la même manière. On ne peut pas attendre aujourd'hui que des ménages précaires contribuent de la même façon que des ménages qui ont les moyens d'acheter un véhicule électrique neuf. Et c'est le marché de l'occasion qui va se structurer. Il ne l'est pas encore suffisamment aujourd'hui parce qu'on a à peine plus d'1 million de véhicules en circulation en France, mais il va se structurer et c'est via ce marché de l'occasion qu'on va arriver à embarquer avec nous l'ensemble des ménages qui ont besoin d'une voiture. J'ai entendu ce discours-là hier, mais le marché de l'occasion doit naître quelque part. Il naît du marché du neuf, c'est pour ça que je dis que chacun va devoir contribuer à un moment différent. Et tous les sujets qu'on a, notamment autour des zones à faibles émissions, c'est la même chose. C'est-à-dire que on a des discours aujourd'hui qui laissent à penser que dès demain, tout le monde a besoin d'avoir une voiture électrique pour accéder aux centres urbains. Ce n'est pas le cas. C'est le cas dans aucune des métropoles qui est en train de mettre en place une zone à faible émission. Après, il y aura des enjeux de calendrier, il y a des enjeux d'accompagnement, il y a des enjeux d'accompagnement qui sont majeurs, mais chacun va devoir prendre sa part à un moment ou un autre. Et ce que je voulais, le point que je voulais apporter aussi, c'est en complément de ce que disait Patrice. Nous, on a un programme de formation à devenir qui accompagne des jeunes. Et il y a quelques semaines de ça, on a réuni plusieurs centaines à la Cité des Sciences, justement pour leur parler des métiers de demain, les métiers qui sont apportés par la mobilité électrique, du côté de l'automobile, mais également donc du côté du de la recharge. logiciel, de la data. La data, l'installation de bornes de recharge également, la construction du véhicule, la batterie, à la fois sa construction, sa fabrication et son recyclage. Et on voit qu'il y a une réelle appétence parce qu'on offre aussi une certaine vision de l'avenir. On offre à certains métiers, notamment les métiers de la réparation, où voilà, on a des discours sur l'automobile et l'automobile thermique en particulier qui ne laissent pas forcément présager le meilleur, quand bien même on va avoir des voitures thermiques pendant plusieurs décennies encore dans le parc et qu'il faudra les entretenir. On ouvre aussi des perspectives intéressantes pour des jeunes et nous, on a eu des échos extrêmement positifs lors de cette journée. Des questions dans la salle? Oui, au bout, et après on reprend. Micro. Non, mais on va vous donner un micro, c'est plus pratique. Et si vous pouvez vous présenter, comme ça c'est plus facile aussi. Il est à l'électrique. Je vais venir vers vous. Bonjour, je suis un citoyen et donc là je lis quelle transition et pourquoi pas le rétrofit. Parce qu'au lieu de construire une voiture neuve de A à Z, autant on en prend une et puis on enlève le moteur, etc. Et puis voilà, les vieux diesels à la campagne. Puis d'autre part, ici, j'ai vu qu'il y avait il y a beaucoup de stands avec des bornes de recharge, etc., de plusieurs marques. Et il n'y a aucun... on ne nous parle pas de panneaux solaires, par exemple. Alors que si j'ai une voiture à la campagne, je mets des panneaux solaires sur le toit et puis j'ai plus besoin de pompe à essence. Voilà, donc le rétrofit, je vous écoute. Bon, je dis d'abord un mot et Clément pourra compléter sur le rétrofit. Oui, pour nous, c'est évidemment une solution parmi d'autres au niveau du parc. Simplement, soyons un peu réalistes en termes de logique économique. C'est vrai que si une voiture, elle ne vaut plus sur le marché de l'occasion que 3 000 ou 4 000 euros et que le rétrofit, c'est 10 000 euros,
c'est pas du tout évident de le justifier. C'est-à-dire, il y a des créneaux sur lesquels on pense que c'est vraiment une solution qui a du sens. En particulier, on pense pour des véhicules utilitaires, hein, parce qu'en plus, souvent, c'est des véhicules qui ont été adaptés spécifiquement à un besoin. Mais, et donc, nous, on n'est pas du tout, je veux dire, on pourrait apparaître Oui, puis on en représentant des fait- constructeurs comme on n'a pas... On en pas- fait un véhicule Canada Dry aussi. Voilà, mais pourquoi pas? Encore une fois, le défi est tellement considérable. Mais voilà, je ne suis pas sûr qu'on puisse considérer que ça soit une solution de masse. Voilà. Sur les véhicules légers en tout cas. Sur le solaire, alors il n'y en a pas Il faut forcément du aujourd'hui, soleil. mais bien sûr, enfin, on l'a redit tout à l'heure sur les questions d'énergie, notre système électrique décarboné, il a deux jambes, une qui est nucléaire, l'autre qui est les énergies renouvelables. Et quand on regarde à l'avenir les besoins qu'on va avoir pour recharger les véhicules et surtout les besoins de flexibilité, on voit qu'il y a des synergies extrêmement intéressantes entre la recharge, le véhicule électrique et les énergies renouvelables, notamment les panneaux solaires. On a déjà travaillé là-dessus à la Vert France l'an dernier avec Enerplan et on poursuit nos travaux également avec le syndicat des énergies renouvelables pour identifier concrètement ces synergies en rajoutant du stockage de l'énergie. Donc oui, c'est tout à fait, c'est des solutions qui sont en train de se développer. Pierre? Donc, clairement, c'est des choses qui se développent. Après, sur le rétrofit, moi, ma conviction, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'équation économique, c'est très compliqué. Une voiture, c'est un objet qui est très précis. On ne peut pas installer n'importe quel moteur dans n'importe quel châssis. Donc l'idée est vraiment séduisante. Après, c'est une fausse bonne idée, ouais, comme tu dis, Bernard. C'est vrai que c'est un peu l'archétype de la fausse bonne idée, quoi, hein. C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, ce serait vachement malin, c'est très économie circulaire, etc. En même temps, il faut appliquer ça pour faire homologuer un nombre très important de véhicules qui sont en parc déjà. Et puis ensuite, évidemment, il faudrait que les rétrofiteurs ils touchent les batteries au prix auquel les constructeurs les touchent pour que ce soit un tout petit peu réaliste. Et même dans ces conditions-là, on se retrouve très vite avec des valeurs résiduelles qui sont tellement faibles que mettre sur une voiture qui vaut 2000 une solution qui va en valoir 10, c'est quand même pas jouable, quoi. Donc on se retrouve avec des fenêtres de tir très très étroites où il faut que ce soit des camions de bouchers, des corbillards ou des ambulances. Des véhicules et là, ça peut marcher, quoi. Mais Oui, bon, on c'est est quand même d'accord. des séries courtes, quoi. Après, alors peut-être que ça fera réagir la salle, peut-être que ça fera réagir mes collègues. On parle beaucoup de cette transition comme quelque chose d'assez négatif. C'est compliqué, c'est pas facile. Mais ce qui vient après est mieux. Et moi, ma conviction personnelle, c'est que la voiture électrique, c'est mieux que la voiture thermique. C'est plus agréable à conduire. C'est plus, en termes d'accélération, c'est plus confortable. C'est plus connecté. Vous le disiez, quelqu'un le disait, ça attire les jeunes. Moi, j'ai Donc- pas cette sensation-là. Et J'en ai voilà, essayé donc super. beaucoup. Hein. Bah, Ah, on n'est qu'au début, alors. Voilà, et puis, très honnêtement, on adore les stations-service, mais si on peut se recharger chez soi, c'est pas mal non plus aussi. Non, mais c'est vrai que ça peut être Bernard, aussi les un stations-service. Là, comme diraient certains, vaste sujet. Il y en a le but d'un combien peu de polémique. qui ont fermé depuis Ah ben, C'est beaucoup, hein. le parc français, c'était 55 000. Aujourd'hui, c'est un peu moins de 11 000. Voilà, ça Cherchez n'inquiète l'erreur. personne, mais depuis. Non, mais et on est uniquement sur du thermique, là. Nous n'avons pas encore, avec ces chiffres, entré. Non, moi, ce que je trouve auquel il faut faire attention, et ça a été évoqué de façon sous-jacente, c'est que la France est un pays constructeur. 1898, premier salon de l'automobile dans les jardins des Tuileries. 800 constructeurs, si ma mémoire est bonne. J'aurais fait appel aux savants qui sont dans la salle et aux sachants. Ce qui veut dire en clair qu'il y a une passion de la bagnole en France. Et en même temps, c'est un marqueur social. Pendant combien d'années l'accès au permis de conduire et l'accès à la voiture a été le premier pas de la majorité adulte d'un être humain français. Moi, j'ai toujours été fasciné par les publicités qu'on a tous vues. Je les évoquais tout à l'heure, 1948, salon de l'automobile, présentation de la 2 chevaux. C'était la liberté complète. Et je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas négliger cet atout qui est quel est le marqueur social que représentera toujours la voiture en tant qu'objet et le marqueur de liberté
dans la mobilité que représente le véhicule. Et c'est sa combinaison, en plus de l'écosystème, le nombre d'emplois, parce qu'il y a quand même, dans toute la filière aval, plus de 400 000 emplois, des emplois de proximité, n'oublions pas, et des emplois non délocalisables. On va terminer sur cette note positive, comme hier, c'est la même. Et je pense qu'on peut applaudir nos invités. Merci. Excusez-moi. On avait encore quelques questions. S'il y a des questions. Notamment, moi, j'aurais bien aimé étendre vos intervenants sur la masse des véhicules, parce que vous avez parlé d'énergie. Il ne faut pas oublier que les véhicules, c'est de la masse en mouvement, et qu'on est un certain nombre de citoyens à voir le véhicule électrique comme une voiture thermique, plus quelques centaines de kilos. Alors, on a parlé ici de la voiture électrique Canada Dry, c'est moi qui l'ai appelée comme ça tout à l'heure. Allez-y, répondez. Peut-être un mot. Oui. C'est un enjeu, je pense que les constructeurs l'ont tous en tête. Il y a aussi une question, c'est combien de révolutions on peut mener en même temps. Marc en a cité un certain nombre tout à l'heure, et surtout combien de révolutions on peut faire, on peut embarquer les citoyens avec nous. C'est-à-dire qu'il faut un véhicule électrique, mais aujourd'hui un véhicule électrique qui vous permet de remplir tous les usages dont vous avez besoin, du plus courant qui est quelques kilomètres à très anecdotiquement dans l'année d'aller à l'autre bout de la France. Aujourd'hui, il n'y a que des batteries importantes. Donc, ce qu'il faut, c'est aussi des changements de comportement. Mais ça veut dire changer et de comportement et de technologie. C'est un mouvement d'ensemble à avoir et ça ne peut pas être qu'au niveau constructeur. Donc, Jean-Luc, oui. Un hybride rechargeable, c'est 500 kg en plus, je me trompe? 500 kg, voilà. Mais je m'autorise aussi à répondre, et c'est le travail des industriels qui sont à l'intérieur de la chaîne. Vous vous doutez bien que depuis qu'on répond aux appels d'offres de nos clients constructeurs, la réduction de masse est une obsession permanente. Mais il faut l'associer, vous avez raison, avec la cinétique. J'ai co-construit avec mes collègues le plan de décarbonation du groupe, et je peux vous dire que ce n'est pas du greenwashing, c'est du green changing. Parce que, encore une fois, comme je l'ai rappelé, je sais que c'est au grand public, ça n'intéresse pas beaucoup, mais c'est quand même la réalité, hein. On doit vraiment se décarboner d'ici 2050. Et l'abattement de nos CO2, il est dans 7 ans, 2030. Et c'est vérifié par trimestre. J'ai toute une organisation dans le groupe qui s'occupe de vérifier l'abattement de carbone par trimestre, par ligne de produits, avec toute la R&D, les industriels, etc. Donc on a fourni des solutions extraordinaires à tous les niveaux, que ce soit l'éclairage, l'essuyage, les solutions thermiques, de propulsion, etc., à réduire la masse, mais également, dans le cadre de l'éco-conception, à garantir une robustesse et à garantir aussi à intégrer l'économie circulaire. Parce que le CO2 sans la circularité, c'est relativement limité. Maintenant, j'ai envie de vous dire, si vous voulez moins de masse et réduire, je dirais, la masse du véhicule, il y en a ici quelques exemples. On est aussi des équipementiers qui adressent autre chose que de la voiture, hein. On est aujourd'hui l'équipementier premium du véhicule, du moteur électrique des 2 roues, y compris des navettes autonomes que je vois ici brillamment dans le salon. Et donc, il y a quand même aussi d'autres solutions pour répondre, on l'a évoqué plusieurs fois, le contexte des collectivités et des ZFE, c'est très important. Je veux dire, aujourd'hui, les industriels que nous sommes se préparent aussi à une électrification autre que le modèle classique automobile, achat, etc. Encore une question? Bonjour, je suis étudiant ingénieur. Moi j'avais une question, c'est que le GIEC nous dit que d'ici 15 à 25 ans, on aura dépassé l'objectif des 2 degrés à émission constante. Est-ce que ça vous paraît jouable et surtout souhaitable d'inverser un parc thermique en électrique, donc de 40 millions de véhicules si j'ai bien compris, en termes de ressources, d'énergie, on en a parlé, et aussi en termes de deadline de temps? Question importante. Le problème, effectivement, c'est que les constructeurs, pas plus que les garagistes, ne sont maîtres de l'ensemble de l'équation, quoi, hein. Donc, il y a une partie du problème qui est du ressort de la filière, on devrait dire maintenant de l'écosystème, parce que ça va bien au-delà, quoi, hein. Mais c'est vrai que la question énergétique, que ce soit le coût carbone ou le coût financier de l'énergie, qui évidemment... De cela, ni les constructeurs ni les utilisateurs ne sont maîtres, quoi, d'une certaine manière. Donc c'est vrai qu'on est au pied d'un mur dont on ne connaît pas exactement les différentes briques, si vous voulez, hein. Et donc on a une espèce
en gros de pari pascalien, quand on s'est dit, ben, on sait qu'il y a plus de chances qu'on arrive à décarboner en électrifiant que si on était resté sur le thermique. Maintenant, votre boulot à vous qui êtes jeune et qui n'allez pas mourir bientôt comme moi, c'est de construire le mur au pied duquel nous sommes, quoi. Non, mais c'est une question que je peux vous poser. Est-ce que vous êtes conscient des préoccupations de la jeunesse sur le changement climatique ou pas? Je peux peut-être vous répondre, parce qu'on en voit beaucoup sur les forums, sur les salons, on en fait... Donc oui, on en est conscient. Ah. Et c'est pour ça qu'on leur parle comme ça aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut changer de discours. Non, mais il y a aussi un élément important qu'on n'a pas abordé, et j'en profite, c'est que la table ronde est assez significative. Quand on parle du véhicule électrique, du véhicule de demain, on parle autrement aux jeunes. On attire aussi une autre population de jeunes qui n'est pas du tout représentée très peu dans nos métiers, c'est la féminisation des métiers. Très clairement, c'est aussi un élément pour attirer de nouveaux jeunes, de nouvelles apprentis dans les CFA qui vont avoir de nouvelles pratiques, qui vont changer aussi l'image de l'automobile, qui auront un usage peut-être différent. Donc c'est aussi un facteur de changement important, la féminisation de nos métiers. On y apporte beaucoup d'importance pour ce qui nous concerne. D'ailleurs, quand on fait des concours métiers, elles gagnent. Voilà, sur la maintenance, sur la peinture, elles sont meilleures que les hommes, peut-être parce qu'elles sont plus motivées. Il y a des secteurs, je vois Isabelle, qui est une des déjà de l'OPCO, qui sont plus en avance que l'automobile, c'est le transport routier. Le transport routier de marchandises est beaucoup plus en avance sur la féminisation et la mise en valeur de ces secteurs, parce que justement, la conduite d'un camion aujourd'hui, c'est beaucoup moins dur physiquement que ça l'était auparavant. Et ils ont bien compris qu'il fallait féminiser les métiers, parce que c'était aussi un facteur de changement. Pour répondre à votre question, est-ce qu'on va y arriver? On doit y arriver. Voilà. Moi, en tant que patron de l'OPCO, on est à peu près 500. Vous ne pouvez pas lui dire non et le décourager. Non, mais on est 500 salariés. On s'est fixé en tant qu'entreprise un objectif de bilan carbone à zéro, soit en réduction majoritairement, en compensation si on peut. On est accompagné par la BPI, par Good Planet pour le faire. Chaque salarié a le carbone score sur son ordinateur qui lui dit ce qu'il a consommé, etc., etc. Et on doit le faire pour nous en tant qu'entreprise. On émet 50 tonnes de CO2 par salarié au niveau de l'OPCO, on l'a calculé. On doit le faire aussi parce que c'est comme ça qu'on ira l'expliquer aux 135 000 entreprises qui relèvent de nous, parce qu'on l'aura fait pour nous-mêmes. Donc je dirais qu'en tant que, là je vous parle même en tant que citoyen, en tant que père, parce que j'ai des enfants peut-être pas loin de votre âge, on n'a pas le choix. On doit y aller, et en tout cas, on doit tout faire pour y arriver. Mais Bernard, non seulement on ne connaît pas la nature des briques du mur, mais on ne connaît pas la hauteur du mur. Voilà. Et puis le mur, au fur et à mesure, quand ça en approche, il remonte. Plus on monte, plus il monte en fait. N'oubliez pas une chose, c'est que, comme le nuage de Tchernobyl, les gaz à effet de serre ne s'arrêtent pas aux frontières. Donc c'est une problématique qui est française, qui est européenne et qui est mondiale. Mais on doit le faire. C'est une responsabilité que notre génération a vis-à-vis de vous et que vous avez aussi vis-à-vis de votre propre génération et des futurs à venir. Donc c'est plus qu'un enjeu, c'est un vrai enjeu de société, c'est un enjeu d'humanité, voilà, très clairement. Je peux répondre peut-être là-dessus. La question, c'est on a à peu près un peu moins de 30 millions de ménages qui ont une voiture, grosso modo, entre première et deuxième voiture. Est-ce que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ces ménages auront toujours besoin de voiture? Et j'ai bien besoin. Est-ce qu'ils ont des alternatives? S'ils ont des alternatives, effectivement. Et surtout, c'est des alternatives qui leur permettent de ne pas forcément trop changer leurs usages et économiquement valables. Ces ménages feront ce changement-là. Et je pense que tout le monde l'a intégré. Et quand vous regardez les constructeurs automobiles, ils ne font plus que de l'automobile. C'est ce qu'on disait sur le passage aussi de plus en plus vers du service. Il y a aussi d'autres types de mobilité qui sont intégrés par l'ensemble de la chaîne de valeur. Si on n'est pas capable de gérer toutes les autres alternatives, on a tendance à penser qu'il vaut mieux le faire en électrique et en voiture électrique que de ne rester sur du véhicule thermique. Par contre, si on a toutes les autres alternatives, foncièrement, on va diminuer le parc ou en tout cas limiter son augmentation avec l'augmentation de la population. Merci. Merci pour cette question. Après, vous pouvez discuter avec nos invités. Merci pour votre question. On peut applaudir nos invités cette fois-ci. Merci. Thank you.